Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, on se mêle des oignons de Pierre-Antoine Gilbert. On discute des événements culturels à venir avec Danielle Croteau, coordonnatrice art et culture de la ville de Victoriaville. Et Michel Pépin, archiviste, nous remémore les faits d'un des premiers industriels de Victoriaville. All right, à l'autre bulletin, chronique jardinage. Bienvenue à l'autre bulletin, chronique jardinage. Aujourd'hui, on va parler de l'oignon. L'oignon qui est dans la famille des liliacées, tout comme l'ail que vous connaissez bien aussi. L'ail, c'est la culture la plus facile pour être autosuffisant, même au niveau de ses semences, parce qu'on va replanter les cailleux qu'on va avoir récoltés en partie, puis l'autre partie, on va la manger au courant de l'hiver. L'oignon, on va partir des semences en mars, puis on va les récolter fin août, début septembre, selon le stade d'avancement de la culture. Donc, c'est facile quand même des oignons à cultiver. Les défis, c'est le désherbage, un peu d'insectes, mais c'est une culture après qui se conserve bien et qui nous permet d'être autosuffisant assez longtemps. Au niveau du stade de récolte, c'est assez simple. Quand notre oignon, on voit encore que les feuilles et la tige sont droits, sont érigés, à ce moment-là, on les laisse en terre. On va les laisser continuer à pousser pour prendre du calibre ou de la grosseur. Puis, quand on a environ 50% de nos plants dont le collet va avoir ramolli et que les feuilles vont toucher au sol, là, c'est le stade pour les récolter. On fait juste tirer dessus tout simplement, puis on peut les laisser sécher en andin au champ une bonne semaine. Même s'il pleut, à la limite, quand il pleut, on fait juste les retourner après la pluie pour éviter que l'enracinement se refasse. Puis, suite à ça, on les rentre dans un endroit qui est sec, qui est bien aéré. On peut le ventiler aussi. Puis, au bout d'une semaine, moi, je vais venir couper la tige, les feuilles, comme on voit ici, qui ont séché. Question d'enlever encore un peu d'humidité, puis de se retrouver après environ 2 ou 3 semaines avec un oignon qui est sec comme ça. Donc l'oignon, si on y pense, on en mange 1 ou 2 jours. Sur 365 jours par année, je dirais que si on en fait 150, 180, 200, selon nos besoins, c'est une culture que ça va être facile à se nourrir avec tout au long de l'hiver, qui se conserve dans un endroit qui est frais et sec dans la maison, autour de 19 degrés, pas trop d'humidité. Puis rendu au mois de mars, quand l'oignon veut reprendre vie, parce que c'est une culture qui est biannuelle, donc elle va vouloir à nouveau refaire des feuilles, là, à ce moment-là, on peut la mettre au frigo à 4 degrés pour espérer le garder peut-être un autre mois, puis se rendre environ jusqu'au mois de mai. Au mois de juin aussi, quand on voit que l'oignon commence à avoir un beau calibre, que le bulbe est formé, on peut le sortir puis le manger. La seule chose, c'est qu'étant donné qu'il n'y aura pas de protection de feuilles sèches autour du bulbe comme ça, à ce moment-là, il se conservera moins bien. Donc, il va falloir le manger dans la semaine ou dans la journée suite à la récolte. Donc, une culture fort simple. Au niveau des cultivars, ce que je vous suggère, si vous voulez le conserver longtemps, c'est justement de viser des cultivars d'oignons de conservation. Ici, moi, dans le jaune, je fais pousser du Cortland à la maison. Puis dans le rouge, on va faire pousser du Red Wing, donc 2 cultivars assez classiques. Vous avez juste à regarder sur les sites de vos semenciers préférés, qu'ils soient québécois ou américains. Puis à ce moment-là, c'est dans les critères qu'on va regarder. Donc une fois qu'il est sec, après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever la première couche de peau, de pelure. Ensuite, on va peut-être garder 2 cm de collet au niveau de la tige. Puis après ça, on les met en bac. Puis voilà, on a une belle récolte d'oignons à manger tout au long de l'hiver. Bon appétit! Danielle, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, on va parler de culture. Victoriaville qui est très active pour soutenir ses artistes. Cet été, vous nous avez proposé une belle terrasse sur Notre-Dame. Oui, absolument. En fait, c'est sûr qu'au départ, l'idée, c'était vraiment de venir plus supporter là, les restaurateurs, les commerces là, en agrandissant leur espace là, pour recevoir des clients, mais on a profité pour rendre la rue plus dynamique avec un volet artistique là, plus important. Puis comment est-ce que vous avez acquis ces œuvres-là ou fait le choix des artistes représentés? En fait, on n'a pas tant fait d'acquisition comme fait faire des activités de création là, sur la rue Notre-Dame. Mm-hmm. En fait, j'ai fait construire là, des grandes tours là, 4 par 8, assez imposantes là, qu'on retrouve là, sur la rue. Et j'ai demandé à des artistes qui ont quand même une certaine expérience de ce genre de grosses structures-là, là, okay, qui sont à même de bien travailler ce type de support-là, puis en même temps, qui sont habiles aussi à travailler en présence de gens. Parce que l'idée, c'était aussi qu'on les voit à l'œuvre.
On n'a pas vu beaucoup d'artistes pendant la pandémie, là, pendant le confinement. Alors, l'idée, c'était qu'on les voit, là, nos artistes, puis leur donner la possibilité aussi de créer devant le public, là. Oui, puis là, cette fin de semaine, c'est la dernière fin de semaine pour une autre activité interactive, Chant libre. Oui, absolument. En fait, Chant libre, c'est la 2e année qu'on fait cet événement de création hors nature là. Ça se passe au Boisé des Frères du Sacré-Cœur. C'est sûr qu'il y a une première fin de semaine de création le 19, mais la fin, donc le 26 septembre, la dernière fin de semaine où une douzaine d'artistes va être sur place puis va bonifier vraiment sa création. Donc ça devrait être vraiment intéressant. Puis samedi, donc le 26 en après-midi, les artistes qui vont être sur place vont pouvoir faire une visite guidée là aux gens qui vont se présenter, vont pouvoir parler de leur création, ce qui les a inspirés, ce qu'ils ont créé, leur processus de création. Donc ça devrait être des belles rencontres encore une fois. Absolument. Puis est-ce que cette journée-là s'inscrit dans les journées de la culture? En fait, on fait coordonner ça avec les journées de la culture, bien sûr. On ajoute là justement le volet là visite guidée là. Sinon, les artistes sont vraiment à leur place pour faire leur création. On ajoute un petit côté plus dynamique là, à la rencontre. Mm-hmm. Puis pour ces journées de la culture-là qui s'en viennent, est-ce que vous avez d'autres événements aussi à proposer? En fait, le lendemain, donc le dimanche 27 en après-midi, il va y avoir toujours dans le Boisé des Frères du Sacré-Cœur, un atelier avec les 2 artistes qui ont exposé tout l'été dans le parc, soit Linda Vachon et Véronique Pépin. Donc, ils nous ont proposé une belle exposition de bannières. Et là, ça va être l'occasion de faire un atelier d'impression avec les 2 artistes. Donc, de l'impression, du collage aussi de textes, un peu à l'image de leur exposition. Donc, ça aussi, c'est une belle occasion pour les citoyens d'aller rencontrer des artistes, d'en apprendre un peu plus sur leur façon de travailler, puis leur façon aussi d'exprimer leur volet artistique. Absolument. Oui, puis il y a autre chose de proposer aussi, parce que là, c'est la fin de semaine de départ des Journées de la culture, mais cette année, les Journées de la culture, c'est tout le mois, finalement, d'octobre jusqu'au 25 octobre. D'accord. C'est ça, et la grosse fin de semaine là du 25, 26, 27, il y a Gourmand de culture organisé là par le Musée Laurier avec tout un volet là d'activités. Puis par la suite, il y a une belle programmation aussi dans nos bibliothèques tout au cours là du mois d'octobre. Là. Beaucoup d'ateliers, des belles rencontres avec des artistes également. Donc oui, je pense qu'il y a de quoi là s'occuper quand même pas mal là, dans le mois d'octobre. Ben oui, effectivement. Puis comme tu l'avais mentionné aussi pendant le confinement, les arts, la culture, ça a été un peu sur la glace, ça a passé un peu en dessous du radar. Alors, je suis quand même bien content que ça revive avec ce déconfinement-là. Oui, c'était clairement une volonté de notre part là de les ramener avec nous pendant la période estivale, même si on n'avait pas le volet spectacle. Au moins, on pouvait voir des artistes à l'œuvre au niveau des arts visuels. Absolument. Excellent. Ben merci beaucoup, Danielle. On suit tous les détails. Est-ce que vous avez une page Facebook, le site de la ville? Oui, Facebook Culture de la ville de Victoriaville ou encore tout le site Internet de la ville de Victoriaville, en allant sur Quoi faire. Alors, toute la liste des activités s'y trouve. Excellent. On ira voir ça et on s'en va voir des expositions. On va vivre la culture. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup. Belle journée. Alors ici, aujourd'hui, on est au Parc de la Terre des Jeunes. C'est pour rappeler que la Terre des Jeunes, ça n'a pas toujours été un parc. Avant ça, ici, c'était une zone industrielle. En fait, la première industrie de Victoriaville s'est installée ici à cause, évidemment, de la rivière. Il y avait du pouvoir, on pouvait faire du pouvoir électrique avec la rivière en créant un barrage et faire une industrie. À l'époque, c'était l'industrie du bois et les tanneries qui étaient installées ici, avec les usines de Achille Gagnon, entre autres. Mais c'est quand même lui qui était, disons, qui a laissé le plus sa marque à Victoriaville, étant donné qu'en plus, il était maire. Donc, Achille Gagnon, c'est ça, avait une tannerie, avait une usine pour faire de l'électricité.
Donc, c'était le premier à installer l'électricité à Victoriaville. Il a monté un poteau jusqu'à l'Hôtel-Dieu à l'époque. Ça, c'est en 1898 à peu près, qui a amené l'électricité à l'Hôtel-Dieu pour que l'hôpital ait de l'électricité. Parce qu'il avait sa maison à Arthabasca, puis il voulait que sa maison ait de l'électricité. Tant qu'à monter l'électricité chez lui, il l'a monté jusqu'à l'hôpital. Il a également monté le premier réseau téléphonique aussi à Victoriaville. Qu'est-ce qu'il a monté d'autre? Il a monté plein de choses. Il était très entrepreneur, disons. Puis à l'époque, sa tannerie, bon, c'est ça, il produisait de l'électricité avec la rivière. Donc le bois arrivait de Ham-Nord, descendait sur la rivière Nicolette. Le bois arrivait ici, il l'entreposait sur le site ici, puis après ça, il travaillait le bois, il coupait dans la scierie. Et le bassin que vous voyez derrière, c'est ce qui reste un peu de l'ancien bassin où le bois était trempé et entreposé pour éviter qu'il prenne subitement feu. Les cours à bois, si le bois était sec, puis il y en avait des tonnes et des tonnes, c'était un petit peu dangereux pour les incendies. Donc, souvent, on arrosait le bois ou on l'entreposait dans des étangs artificiels. Donc, ce que vous voyez derrière, c'est un restant du bassin d'Achille Gagnon pour entreposer son bois avant qu'il passe à l'usine. Et ici, il y a eu le développement domiciliaire. Si vous voyez de l'autre côté de la rivière, les maisons se ressemblent à peu près toutes. Donc, c'est les Achille qui avaient fait construire les maisons pour ces cadres. Donc, les cadres habitaient près de l'usine. Donc, c'est tout à peu près de la même période. Je pense que c'est sur 5 ou 10 ans, les maisons, tout été construites sur le long de la rivière. Puis aujourd'hui, ce qui reste d'Achille Gagnon, c'est l'usine de traitement des eaux. C'est l'usine Achille Gagnon. L'usine a été nommée en son honneur à cause de tout ce qu'il a fait au niveau de l'électricité, l'aqueduc. Oui, c'est vrai, il a fait un aqueduc aussi. Donc, l'aqueduc, l'électricité et le téléphone. Finalement, M. Gagnon était un monsieur passablement occupé. Maire, industriel, l'électricité, tout ça en même temps. Oui, M. Gagnon était vraiment très occupé. C'est tout pour cette semaine. Alors, on se revoit au prochain Autre Bulletin pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!